Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est donc Guillaume Demullier, président du directoire de Roche-Beaubois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 337 magasins dans 55 pays pour Roche-Beaubois. Et d'ailleurs, c'est combien pour Cuir Center? Alors, en fait, c'est 339 magasins pour être extrêmement précis. C'est Roche-Beaubois et Cuir Center, les 339, c'est le groupe. On en a 260 Roche-Beaubois. 260 Roche-Beaubois et donc le reste Cuir Center. Qui sont les deux enseignes du groupe, effectivement. Guillaume Demullier, je voulais démarrer avec vous avec la disparition il y a quelques semaines maintenant, même un mois, de François Roche, le cofondateur donc, de votre enseigne, qui avait finalement un peu transformé la petite entreprise familiale en géant du mobilier design et haut de gamme. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce parcours et de sa personnalité? Plus que ça, c'est vraiment un des cofondateurs. Les Roche-Beaubois, c'est l'union des familles Roche et Chouchan en 1960 qui ont commencé à importer du mobilier scandinave, puis qui ont travaillé sur des produits exclusifs avec des designers, avec Pierre Paulin, avec Marc Berthier, des gens qui étaient évidemment des grands designers. Et puis, ils ont eu une idée formidable qui a été de franchiser ce concept. Et ça a été, Roche-Beaubois, ça a été la première marque à faire de la franchise qui ne disait pas son nom. Donc ça a permis de créer un réseau, d'abord en France, puis dans les pays francophones, puis très vite internationalisé. On est aux États-Unis depuis 1974. Aujourd'hui, présente avec 40 magasins, dont 31 un gros marché pour vous. Très gros marché pour nous. On est en Espagne également depuis 1974. Donc François, oui, ça a été l'artisan de ce développement international. Ça a été un financier hors pair. Ça a été aussi quelqu'un très impliqué dans la création des meubles contemporains, des photos de publicité. Donc, beaucoup de talent dans des domaines qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans le marketing de Roche-Beaubois. Exactement. Bon, Guillaume Demullier, je vous ramène, et pardonnez-moi, à des considérations beaucoup plus économiques, parce que Roche-Beaubois donc, a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 82,7 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 18%, sur 9 mois, 242 millions d'euros, plus 35%. Qu'est-ce qui a porté là, ce dynamisme? Alors voilà, c'est un plus 35% en cumul, le plus 18%, il est sur le troisième trimestre, qui se compare à un T3 2020 qui était assez explosif, puisque c'était un rattrapage d'un T2 où il y avait confinement quasiment partout dans le monde. On avait pas mal de difficultés à livrer. Ça a été vraiment le cas pendant le premier confinement où les clients ne voulaient pas forcément recevoir des livreurs, c'était compliqué, la logistique était compliquée, etc. On a moins eu ces problèmes de livraison pendant le deuxième ou le troisième confinement au début de l'année 2021. On a eu la contrainte des magasins fermés qu'on a dû gérer en travaillant autrement. Mais voilà, au cumul, c'est un plus 35%, et c'est une croissance qui est solide. Parce que si on se compare par rapport à 2019, qui était une année pas perturbée par le Covid, bien évidemment, on est sur les mêmes chiffres, on est sur un plus 35%. Donc on a vraiment une croissance, Mais qu'est-ce qui a porté le dynamisme? C'est simplement les achats qui n'ont pas pu se réaliser sur les confinements de 2020, c'est le digital, c'est le marketing. Alors c'est tout ça en même temps. C'est plein de choses. Il y a clairement une appétence des clients pour la maison, pour l'équipement de la maison, parce que nos clients ont passé plus de temps chez eux, ils ont eu envie de bouger, ils ont envie de faire des choses, il y en a qui ont construit, qui ont acheté une résidence secondaire, etc. Donc on est dans un marché clairement qui est favorable. Mais le marché du meuble, globalement, il n'est pas à plus 35%. Donc clairement, on surperforme. Donc, pourquoi on surperforme? Probablement parce qu'on a été là pour répondre à cette demande, à ces envies, avec des produits qui sont très innovants, très créatifs, colorés, attachés à des designers de grand talent. Là, on voit le Mahjong qui fête ses 50 ans cette année, qui est le produit phare de Roche-Beaubois, qu'on a réinventé en le posant sur des plateformes en bois, ce qui lui permet d'avoir un nouvel usage, un nouveau confort, etc. Donc, on a eu des bons produits, et on continue à avoir bien sûr des bons produits. On a une dynamique publicitaire importante, contrairement à beaucoup de nos concurrents. En 2020, on n'a pas diminué la publicité centrale, on a diminué mécaniquement les événements magasins, la publicité locale, etc. Mais toute la partie publicité centrale, télé, web, radio... Le national, pour ainsi dire, a continué de tourner.
continué de tourner et on a continué à investir. Et puis en 2021, dans le principe, comme la publicité centrale, c'est un pourcentage de nos prises de commande, et que nos prises de commande, elles sont à plus 50% au milieu de l'année, on surinvestit aussi en publicité. Donc il y a vraiment un effet vertueux sur la présence de la marque et sur son développement commercial. Alors vous étiez déjà exprimé notamment sur le sujet qui vous a permis de même très bien passer la crise sanitaire. Il y avait notamment la question de vos positions, notamment dans les centres commerciaux avec les bailleurs. Oui. Et comme un certain nombre d'enseignes, vous n'aviez pas payé la totalité de vos loyers. Est-ce que ça, c'est une situation qui est désormais réglée ou est-ce que vous en êtes de la relation justement avec vos bailleurs? Non, c'est une situation qui est réglée. Alors ça s'est fait par négociation, pour être clair. On était aussi dans une situation au premier confinement en 2020 où d'attentisme total. Puis on ne savait pas où on allait. Je veux dire, on devait être extrêmement attentif en termes de gestion de la trésorerie du groupe. On ne savait pas du tout comment le business allait reprendre et comment on allait se positionner. Donc, sur le premier confinement, oui, on a négocié avec tous nos bailleurs et on a obtenu, dans la plupart des cas, des réductions de loyer qui nous ont permis de passer ce cap. Mais c'est vrai qu'on a eu des effets de rattrapage très forts dès 2020 après le premier confinement. Donc aujourd'hui, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, on est capable de réaliser des chiffres records. On a des bonnes relations avec nos bailleurs et l'idée, c'est qu'on continue comme ça. Comment est-ce que dans la stratégie, justement, on essaye de pérenniser tout ça? Parce que les maisons secondaires, les projets, effectivement, ça vous a bien porté, mais j'allais dire, à un moment donné, ça ne va pas durer, ça ne va pas retomber. Est-ce qu'on ne va pas acheter une troisième résidence secondaire ou une troisième résidence? Comment est-ce qu'on essaye quand même de pérenniser tout ça? C'est une question qui va se poser à un moment donné pour vous? À aujourd'hui, ça ne s'essouffle pas, pour être très clair. Oui. On nous a dit, on a pensé, on a pu imaginer que quand il y aurait la réouverture des bars, des restaurants, des vacances, etc., l'appétit pour la maison se réduirait. Ce n'est pas du tout le cas. Là, on continue à faire des mois records et à faire des grosses croissances. Et là, en termes de carnet de commandes, justement, vous êtes comment? Aujourd'hui, on est sur un carnet de commandes qui est autour de 130 millions. On est à plus 30% de carnet de commandes par rapport à l'année dernière. Et à la même époque. Sur la même période. Voilà, exactement. Et en termes de délai de livraison, et on va venir, j'imagine, à la question des difficultés d'approvisionnement et des pénuries de certains matériaux. Pour vous donner une idée, si on se place à la mi-2019, tout à fait normativement, on était sur un délai moyen de livraison de l'ordre de 4 mois. D'accord, sachant qu'on a une bonne partie de notre business qui est aux États-Unis, avec un délai qui est plus long que la moyenne. Nécessairement, puisque tout est fabriqué en Europe. Voilà, le normatif, il est plutôt autour de 3 mois en Europe. À la mi-2020, on était à 5 mois et demi. Parce que confinement, redémarrage des usines en Italie, etc., qui avaient été fermées en avril-mai. Plus long et plus compliqué. Aujourd'hui, mi-2021, quand on mesure ce portefeuille, on est à 4,7 mois. Donc un peu plus que la normale, mais rien qui ne soit pas gérable. Mais on arrive justement à rattraper le retard. Voilà, on arrive à rattraper le retard et on arrive à la fois à gérer avec nos fournisseurs la croissance de l'activité et la question des pénuries. Encore une fois, le délai il est légèrement plus long, mais par rapport à certains de nos concurrents qui annoncent des délais quasiment d'1 an aujourd'hui, on arrive et évidemment, il faut que nos clients puissent comprendre et dans la plupart ou la quasi-totalité des cas, ils comprennent qu'il y a un petit peu plus de délai. Mais voilà, ça fonctionne bien et on arrive très bien à gérer ces délais. Alors ça, c'est sur la question des délais. Effectivement, vous l'avez noté, et c'est la question effectivement qu'on peut se poser. Est-ce que cette euphorie, finalement, vous parliez des pénuries, elle ne va pas être un petit peu ralentie, calmée, si je puis dire, avec les pénuries? Alors, vous êtes un gros utilisateur de bois, notamment, naturellement, pour faire des meubles, c'est effectivement mieux. Donc, principalement concerné, est-ce que ça peut justement fragiliser un petit peu les bons résultats de la crise ou ce qui vous avait permis de finalement surmonter la crise aujourd'hui? Ça va clairement. Sur les délais, on a compris que ce n'était pas le cas. Voilà. Mais est-ce qu'économiquement, notamment? Ah, vous voulez dire sur les prix?
Oui, alors effectivement, il y a un petit impact, mais il est très limité. On a négocié, discuté avec nos fournisseurs, là aussi, d'un certain nombre d'augmentations de prix qui se situent, selon les cas, entre 3, 5, 7%, qu'on a négocié de façon temporaire avec des clauses de retour à la normale, parce que voilà, c'est un moment. Mais aujourd'hui, vos fournisseurs achètent plus cher leur bois, pour être clair. Un tout petit peu. Et il y a un petit impact sur les prix, mais encore une fois, qui est très, très limité. On est autour de quelques pourcents, pas plus que ça. Donc, pas d'effet sur les volumes aujourd'hui. Et est-ce que ça veut dire, malgré tout, que vous allez devoir un tout petit peu augmenter vos prix, ou est-ce que vous allez manger ça finalement sur les marges et les belles marges que vous avez effectuées pendant la crise sanitaire? Alors, c'est quoi aujourd'hui la stratégie? Le principe, c'est qu'on fonctionne à peu de choses près à marge constante. C'est-à-dire que quand on a une augmentation de prix fournisseur, effectivement, on la répercute dans la plupart des cas dans le prix de vente. Donc, effectivement, mais encore une fois, c'est très modéré et ça n'a pas d'effet sur les volumes puisque, visiblement, voilà, l'expérience montre qu'on continue à faire de la croissance malgré ces petites augmentations de prix. Mais répercussions modérées quand même sur certains produits. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi qui vous fait défaut? C'est le bois, j'imagine? Un peu de bois, certains dérivés de bois, notamment le médium, qui est assez compliqué. C'est certains métaux, le laiton, l'acier. On a quelques tables de repas avec des piétements qui sont assez consommateurs d'acier. Mais il est vrai que nos fournisseurs sont des partenaires depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a une relation forte avec l'ensemble de nos fournisseurs. Et voilà, et ils sont très agiles. On a une gamme qui est étendue, donc des quantités unitaires qui sont relativement modérées. Donc c'est un peu plus facile, probablement pour nos fournisseurs, de trouver des quantités nécessaires à la production par rapport à des gens qui peuvent fabriquer en très grande série, ce qui n'est absolument pas notre cas. Donc voilà, encore une fois, en collaboration avec nos fournisseurs, on s'en sort très bien en termes de gestion des pénuries de matériaux, que ce soit sur le prix et que ce soit sur les délais. Bon, on va parler justement, maintenant qu'on a parlé de la crise et des pénuries, de ce qui vous attend dans les prochains mois, les prochaines années, un peu de prospective, si je puis dire. Un mot d'abord, et d'ailleurs sur la valeur Roche-Beaubois, parce que, évidemment, Roche-Beaubois est coté. Le décollage avait été assez long, il me semble, c'est vrai. parce que pourtant les résultats étaient au rendez-vous, finalement. Et puis alors, à la faveur de la crise, ça a pas mal décollé. La production était autour de 15 €, on est à une quarantaine d'euros. On s'est introduit à 20 € à la mi-2018. Et puis, on a été très longtemps entre 16 et 20 avec des fluctuations. Le titre avait tendance à monter quand on annonçait des résultats qui étaient, encore une fois... Mais ça n'avait pas véritablement décollé. Qu'est-ce qu'on achète depuis un an? Aujourd'hui, on achète, je pense, de la croissance et clairement, le titre, en un an, il est passé de 16 à autour de 35-36 € aujourd'hui. Il a même atteint un plus haut à 42 €. Tout à fait. La semaine dernière, il y a eu jeudi un effet un peu fort dans la journée de jeudi. Et puis là, il y a eu quelques prises de bénéfices. Bon, en tout cas, c'est quand même un très beau parcours de 16 à 35 € en un an. Je pense que les investisseurs ont compris à la fois la croissance de Roche-Beaubois, notre capacité à répondre à un marché qui est porteur, et puis aussi tout le potentiel qu'on peut avoir de développement sur un certain nombre de territoires. On est déjà très fort comme aux États-Unis. On a racheté 3 magasins franchisés et on continue à travailler, à être quasiment partout en propre aux États-Unis. Il y a d'autres territoires sur lesquels, là aussi, on travaille à se développer. On va ouvrir, là, dans quelques jours, un magasin à Monaco, très grande taille, avec un très très bel emplacement tout près du port de Monaco. On a un vrai... je suis persuadé que la marque Roche-Beaubois garde un potentiel de croissance, de développement encore important, extraordinaire. Et alors justement, on dit très rapidement un mot sur la répartition de votre capital, parce que vous êtes finalement, alors il y a de l'actionnariat familial toujours, vous êtes assez peu coté. Je crois que la part du côté sur l'entreprise est assez faible, c'est une quinzaine de pourcents. Oui, c'est un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est plutôt 11%. 12, et les familles fondatrices, les familles Roche et Chouchan, qui agissent de concert, sont à 54% du capital. Et puis, on a un
fonds d'investissement italien qui s'appelle Tamburi Investment Partner, qui est à 35%. Et vous étiez venu d'ailleurs voir David sur ce même plateau il y a quelques mois, au printemps, et vous disiez justement cet actionnaire italien, bon, ça fait quasiment 7-8 ans qu'il est au capital, il aurait vocation à s'effacer pour faire un peu plus de place à la bourse. On en est où aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, il est très heureux de la montée du titre, voilà. On imagine. Et aujourd'hui, je pense qu'il anticipe encore un vrai potentiel. Il est depuis effectivement 2013 dans le capital. Il a vu à la fois un assainissement du groupe, un développement, une croissance de la rentabilité très significative entre 2013 et 2018, le moment où on s'est coté, et puis qui a pris encore une autre inflexion depuis qu'on est coté. Donc aujourd'hui, non, pas de mouvement. Je pense qu'il le décès de François Roche, ça fragilise un peu l'actionnariat familial ou pas du tout ? Non, à ce stade, non, puisque les familles Roche et Chouchan agissent de concert. Il y a un pacte de concert qui est encore valable pour plusieurs années. Donc non, pas d'actualité là-dessus. Bon, on parlait de vos relais de croissance, justement. Moi, j'avais deux, trois questions. La première, c'est le développement du retail, notamment en France. Oui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un plan de montée en charge, un plan d'ouverture ? Et alors, même question, et ça vous ferait une réponse commune. Il y a un sujet aussi, on le voit notamment à la faveur de la crise, sur les centres commerciaux. On a un retour de la population dans les centres-villes. Est-ce que ça vous interroge, ça vous inquiète ? Est-ce qu'à un moment donné, la répartition finalement des points de vente, il va peut-être se faire plutôt favorablement on va dire, faire plus de centres-villes et un petit peu moins de centres commerciaux ? Il y a un bon mix, il y a un bon équilibre qu'il faut avoir, je pense. Et je pense qu'en France, on y est assez bien. Alors en France, on est extrêmement maillé. Hein. On a plus de 75 magasins, Roche-Beaubois, à peu près le même nombre de Cure Center. Pour Roche-Beaubois, c'est moitié en propre, moitié en franchise. Pour Cure Center, c'est plutôt 2 tiers en franchise, 1 tiers en propre. Donc on est présent quasiment partout. Aujourd'hui, il y a encore quelques ajustements, et il y en a toujours, des ajustements du réseau, donc d'être dans des emplacements plus premium. Il y a 2-3 villes en propre sur lesquelles on pourrait être dans des emplacements un petit peu meilleurs. Il y a quelques emplacements encore ou quelques villes sur lesquelles on peut se développer. Mais en France, oui, clairement, il n'y a pas grand-chose à attendre du développement. C'est plutôt le développement des volumes individuels sur nos magasins forts. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup progressé dans ces dernières années. On a des magasins aujourd'hui très forts en région parisienne, très forts sur la Côte d'Azur. On est également propre dans les Alpes ou dans l'ouest de la France. Et sur l'international, c'est aussi des sujets, j'imagine. Les États-Unis, bon, évidemment, c'est un très gros marché pour vous. Oui. C'est quoi la stratégie, justement, de développement à l'étranger ? Sur les États-Unis, clairement, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des zones où on n'est pas suffisamment présent et à grand potentiel. Juste un exemple, en Californie, on fait un très beau chiffre, on a des croissances de plus de 50% cette année. On est présent de Los Angeles à San Diego. Le nord de Los Angeles, entre Los Angeles et San Francisco. Alors on est présent à San Francisco avec un magasin qu'on a racheté, mais entre les deux, aujourd'hui, on n'a pas de point de vente. Et là, il y a un potentiel au nord de Los Angeles, à Santa Barbara, par exemple. Voilà, là, il y a clairement des choses à faire. On a ouvert avec succès l'année dernière aussi à Minneapolis, au centre des États-Unis. Et ça démarre vraiment bien. Donc sur les États-Unis, il y a encore des choses à faire. Et sur les autres pays, est-ce qu'il y a d'autres prévisions ? Il y avait la Suisse qui a été ouverte assez récemment. Ah non, alors la Suisse est ouverte depuis très longtemps. Mais il y avait un nouveau magasin. Oui, exactement. Voilà. On a ouvert un nouveau magasin dans le Valais l'année dernière. Et puis globalement, la Suisse connaît un développement extraordinaire. C'est 2 années à plus 50% quasiment. 2020 et 2021 sont extraordinaires. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le réseau suisse. On a rénové. On a des équipes qui sont hyper fortes, hyper motivées. On a des magasins qui sont tout neufs, qui sont au concept. On a là aussi investi en publicité. Et ça fonctionne très très bien en Suisse. Bon, un petit mot pour terminer sur
la révolution verte qui est en train de se profiler. C'est la COP26 depuis le début de la semaine. Beaucoup de sujets, évidemment, beaucoup de questions autour de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous regardez ça? Est-ce que la question des meubles éco-conçus, la question de l'approvisionnement, parce que souvent, effectivement, la logistique, c'est très émettrice de CO2. Oui. Comment est-ce que vous abordez ces sujets? Et puis, est-ce que vous êtes aussi, effectivement, j'allais dire, partie prenant et d'accord, d'une certaine manière, avec tout ce qui est en train de se profiler et la stratégie RSE d'un certain nombre de marques, notamment dans votre secteur? Clairement, on a mis en place depuis 3 ans une vraie stratégie RSE avec des objectifs forts. Effectivement, réduction de nos impacts CO2 sur le transport. On est signataire de FRED 21, qui est une charte liée à l'ADEME qui nous pousse très fortement à avoir des objectifs de réduction. Donc on travaille avec nos transporteurs en Europe sur la flotte, sur l'éco-conduite, sur l'optimisation des tournées. Donc ça, c'est un aspect. On travaille aussi sur les impacts énergétiques dans nos magasins. Donc comment on utilise climatisation et chauffage notamment, d'être sûr d'avoir de la programmation là où il faut. On travaille aussi à avoir de l'électricité verte, ce qui est relativement simple en France, ce qui est beaucoup moins simple aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Et puis, on a aussi un objectif très fort qui est d'avoir la totalité de nos nouveaux produits. On a à peu près entre 100 et 150 nouveautés par an, donc c'est quelque chose de significatif. Que la totalité de nos nouveaux produits soit éco-conçue à l'horizon 2025. Ça, c'est des objectifs. Ça, c'est un objectif et on suit la route et c'est un vrai objectif. Et on ne dit pas on va avoir 3 produits éco-conçus. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de généralisation de l'éco-conception. Merci beaucoup, Guillaume Demullier, d'être venu nous voir. Je rappelle donc que vous êtes président du directoire de Roche Beaubois. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama. Merci beaucoup.